À mon grand regret en histoire de l'art, et je parle d'expérience, nous abordons le parcours de nombreux hommes en oubliant trop souvent de citer celui des femmes dont l'œuvre est pourtant tout aussi exemplaire. Bien peu d'entre elles sont juste mentionnées. Je pense à Elisabeth Vigée-Lebrun, Rosa Bonheur, Berthe Morisot, Camille Claudel, Sonia Delaunay ou encore Niki de Saint-Phal. En l'espace de 10 ans, en ne vous en tenant qu'à vos cours, c'est-à-dire en admettant que vous ne lisez rien à côté, et surtout, si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez au moins espérer entendre ces quelques noms, alors que tous devraient être abordés et toutes ces femmes devraient être étudiées. Sophonis Banguisola, Artemisia Gentileschi, Angelica Kaufmann, Georgia O'Keeffe, Tamara de Lempicka, Frida Kahlo, Nathalie Goncharov et j'en oublie forcément. D'ailleurs, petit aparté, faites le test chez vous, écrivez le nom de ces 7 femmes dans Word. Par défaut, votre ordinateur vous indiquera une faute d'orthographe ou ne reconnaîtra pas au moins un composant du nom de ces artistes. Prénom, nom de famille, parfois même les deux, contrairement aux 6 autres cités plus haut. Celle dont je vais vous parler fait partie de ces femmes que l'on ne voit pas assez ou pas du tout en cours d'histoire de l'art, alors qu'elles devraient pourtant figurer aux côtés des grandes dames que j'ai listées et dont le nom, à contrario, est reconnu par Word. Elle fait l'objet d'une exposition temporaire tenue au musée Jacques Marandré que j'ai eu le plaisir de parcourir. Mary Cassatt, une impressionniste américaine à Paris. Je vous propose dans cette vidéo de me suivre pour une petite visite raisonnée de cette exposition. Mary Cassatt est née en 1844 aux États-Unis dans l'actuelle Pennsylvanie. Sa famille s'installe brièvement à Paris de 1851 à 1855 où la jeune fille se familiarise avec le milieu artistique en visitant des musées. Elle y développe un grand intérêt pour le dessin et, de retour en Pennsylvanie, elle y suit des cours, faisant ainsi ses premiers pas en tant qu'artiste. Finalement déçue par la formation qu'elle reçoit, elle retourne à Paris en 1865. À cette époque, le jury, une organisation d'artistes reconnus, est seul décisionnaire quant à l'exposition ou au refus d'exposer au salon officiel les milliers d'œuvres qu'elle reçoit. Ces artistes sont chargés de faire une sélection car toutes les œuvres ne peuvent pas être exposées ou, conformément à leurs critères, ne doivent pas être exposées. Car oui, le jury impose la hiérarchie des genres, un système de valeurs qui classe les œuvres selon leur sujet, et ce même jury privilégie l'exécution dite académique, un dessin qui prime sur la couleur, qui suit les lois de l'anatomie, et une technique de peinture à la touche très appliquée. Voyez cela comme de la censure. Mais cette institution est de plus en plus malmenée, notamment suite au Salon des Refusés de 1863 avec le bain d'Édouard Manet, et en cette année 1865 donc, où le même peintre expose cette fois Olympia. Les deux œuvres sont très certainement les plus grands scandales connus jusqu'alors, mais de jeunes artistes, inspirés par la figure de Manet, tiennent sa personnalité, son authenticité et sa force pour les clés de la libération de l'art. De son côté, Mary Cassatt est de rechef déçue par le système académique. Même si certaines de ses œuvres sont reçues par le jury, elle estime être bridée par trop de codes qui ne lui permettent pas de briller et a raison, puisque la concurrence est rude, les sujets ont tendance à trop se ressembler d'un peintre à l'autre. Au milieu des années 1870, elle fait la rencontre du peintre Edgar Degas qui va la prendre sous son aile et lui permettre d'exprimer enfin tout son potentiel. Néanmoins toujours refusée par le salon et frustrée, elle en vient à participer à la 4e exposition indépendante des suiveurs de Manet tenue en 1879. Elle se met au service de la modernité du geste et de la modernité du sujet, s'octroyant une grande liberté d'exécution. Singulière au sein des impressionnistes, plus portraitiste que paysagiste, son art est ainsi concentré sur la figure humaine, celle de ses proches par exemple. Mais surtout, la réelle dominante de son travail est la relation entre femme et enfant, si bien qu'on lui accorde souvent d'avoir su perdurer la vieille tradition picturale des madones. Étrangère ou non à la lecture religieuse, Mary Cassatt se plaît avant tout à représenter des scènes de la vie quotidienne, jusque dans les moments les plus intimes de la vie féminine. Passionnée par les estampes japonaises comme de nombreux peintres impressionnistes ou comme Manet lui-même, elle explore, elle aussi, cette référence étrangère à l'Europe à la recherche de nouveaux moyens d'expression, pour s'éloigner davantage des conventions académiques, et de motifs qui rythment ses compositions calmes et plaisantes. La douceur, c'est sans doute le mot qui qualifie le plus sa touche. Car qui, mieux que Mary Cassatt, sait incliner de cette façon notre sensibilité par le visage angélique, le sourire délicat, le regard malicieux ou le charme tendre d'une jeune fille. Passons maintenant à la critique. L'exposition est accessible pour 13,50 €. Cela paraît cher, mais pour cette somme, le ticket vous donne accès à l'ensemble du musée Jacques Marandré en plus de l'exposition. C'est très profitable pour quelqu'un qui ne s'y était jamais rendu. Cela s'étend à la très grande majorité des événements de ce genre, mais le fait de ne pas pouvoir prendre de photos, sans flash bien entendu, c'est incontestablement un très mauvais point.
D'autant que pour la plupart des œuvres, vous comme moi, nous n'aurons sans doute jamais l'occasion de les revoir, sous prétexte qu'il s'agisse de prêts d'autres musées, ou alors qu'elles soient tirées de collections particulières. L'art appartient à tous. Ceux qui possèdent des œuvres ont juste acheté le droit et l'honneur d'en prendre soin pour les transmettre et pour qu'elles soient diffusées un jour au plus grand nombre. Par ailleurs, celles qui étaient présentées étaient très belles. Bien peu ne m'ont pas captivé de longues minutes et il ne me semble pas avoir été à ce point intéressé dans une exposition depuis Vermeer et les maîtres de la peinture de genre au Louvre. Pas beaucoup d'enfants lorsque j'y suis allé, mais en revanche beaucoup de personnes âgées et d'étrangers anglophones qui s'essayaient au français, avec l'accent très distingué, voyez-vous, qui n'hésitaient pas à se mettre devant vous lorsque vous contempliez une œuvre. Et leur guide qui lance des réflexions sans intérêt comme « ce beau bleu » devant un tableau composé à 75% de vert. Parlons-en de ces guides. Une m'a particulièrement agacé. Je contemplais le portrait de mademoiselle Anne-Marie Durand-Ruel. Alors que la guide et son groupe s'approchaient et que tous commençaient à m'entourer, pas de problème, la guide commença à réciter le texte le plus affligeant qu'il m'ait été donné d'entendre. Elle commence par donner une information intéressante en faisant remarquer que les œuvres présentes sur le mur sont représentatives de la manière de faire de Marie Cassatt. L'artiste s'emploie à faire le visage et esquisse sommairement les habits puis le décor, quitte à ne jamais les achever. Ce qui intéresse Cassatt, c'est la figure du modèle avant tout. Jusqu'ici tout va bien, mais juste après elle s'arrête, se tourne vers le tableau devant lequel je suis et dit avec son bel accent « Vous voyez ce portrait? C'est celui de mademoiselle Anne-Marie Durand-Ruel. » On sait lire un cartel, merci. « C'est la fille du marchand d'art Paul Durand-Ruel. » C'est cohérent, ils ont le même nom de famille. La fille du marchand d'art Paul Durand-Ruel a posé pour Marie Cassatt. C'est une Durand-Ruel. D'ailleurs, la famille Durand-Ruel perdure encore de nos jours. C'est gênant. Elle était bien partie pourtant, elle ne pouvait pas tout simplement poursuivre son discours d'avant. Elle aurait ensuite pu enchaîner sur la difficulté pour des enfants de tenir en place et donc à la prouesse technique de Marie Cassatt. Ou bien elle aurait pu se pencher sur le tableau en observant la progression vers une touche impressionniste. Mais non. Après, on se dit que les cartels pourraient mieux informer que les guides. Tout faux. En me penchant par exemple sur celui d'une mère et son enfant dans un bateau, j'ai trouvé une perle. Thème iconique de la mère à l'enfant issu de la Renaissance occidentale. Je suis désolé si je m'y attarde en faisant un aparté, mais je ne peux décemment pas, en tant qu'historien de l'art, laisser se véhiculer des idées fausses. Alors le terme iconique peut être bien choisi puisqu'en parlant de la Vierge à l'enfant, on parle de la religion chrétienne et donc des icônes, des images qui sont faites pour être adorées, bien que cette pratique soit beaucoup plus répandue dans le monde orthodoxe. Mais c'est issu de la Renaissance occidentale qui soulève le plus de problèmes. Renaissance, c'est un terme que l'on emploie pour se référer à une ère de l'histoire, mais c'est avant tout un courant artistique en étroite relation avec le mouvement littéraire et philosophique qu'est l'humanisme. Or, l'humanisme trouve écho le plus tôt possible au XIIIe siècle en la personne de Dante Alighieri. À cette même époque, on parle plus de première Renaissance, pour la distinguer de celle qualifiée de haute Renaissance, qui est portée entre autres par Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio ou encore Michelangelo Buonarroti. Première Renaissance donc illustrée par le peintre Giotto di Bondone, contemporain de Dante. Le cartel suggère donc que le thème de la Vierge à l'enfant n'existe pas avant le XIIIe siècle. Alors pourquoi en trouve-t-on au plus tard au XIIe siècle? Autre point, et sans doute le plus grave, Renaissance occidentale. Occident, c'est-à-dire ce qui se réfère à l'Europe, puisque l'Amérique n'est pas encore connue au XIIIe siècle. Et l'Europe, jusqu'à preuve du contraire, ne se résume pas qu'à la seule Italie. Tous les pays n'ont pas eu la même évolution au même moment. Il a fallu par exemple attendre le XVe siècle avec Jan van Eyck pour les Flandres, et le règne de François Ier donc au XVIe siècle pour voir apparaître l'école de Fontainebleau qui est considérée comme l'entrée de la France dans la période de la Renaissance. C'est pourquoi il est difficile, voire extrêmement maladroit, d'employer l'expression de Renaissance occidentale. Elle est inexacte sur trop de plans. Fin de l'aparté. L'éclairage ne gêne pas, il n'y a pas de vitre pour gâcher les photos. Ah mais j'oubliais, on ne peut pas faire de photos. L'exposition en elle-même n'est pas très grande, moins d'une dizaine de salles, assez étroites et agencées de façon tortueuse. Le bilan est simple. Si vous êtes dans la salle 5 et que vous voulez poursuivre votre parcours, il vous faut retraverser le couloir 4, oh les visites guidées 3 et 2, puis vous vous rendez compte que la salle 6 est inintéressante au possible, puisqu'elle ne comporte aucune œuvre, et vous passez directement à la salle 7. En fait, cette 6e salle explique la diffusion des œuvres de l'artiste.
Vous ne pensez pas que c'est plutôt de ça dont devraient parler les guides au lieu de nous faire un cours appliqué sur la généalogie Durand-Ruel, et la seule salle dans laquelle les groupes ne gênent pas pour passer? Pour finir, outre les 2 tableaux très connus de Marie Cassatt présents dans l'exposition, 3 œuvres ont retenu mon attention. La première est la représentation de Jenny Cassatt et son fils Gardner. Comme de nombreux tableaux de Marie Cassatt, il représente une mère et son enfant, c'est également 2 des membres de sa famille. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est d'y reconnaître une certaine parenté technique avec Cézanne. Les figures, sur lesquelles l'artiste s'est nettement moins attardé qu'à son habitude, sont composées de couches épaisses de couleurs. Le paysage lumineux derrière elle, aux allures de sud en été, les met véritablement en valeur. Je vous l'ai montré 2 fois déjà, mais je prends le risque de le faire une 3e, car la fillette au chapeau bleu est saisissante de sincérité. Sa figure très détaillée et son expression finement rendue contrastent avec le reste de l'exécution qui se veut sommaire et le support laissé brut par endroits. L'inachevé ajoute de la présence et de l'intensité au regard, et ce que l'on considère comme hachure et gribouillis disparaît bien vite pour ne faire place qu'à la dextérité. Mais pour moi la plus grande surprise a été de contempler le visage de la danseuse espagnole portant une mantille de dentelle. Ne vous fiez pas à l'image que je vous montre, elle est très loin d'égaler l'incarnat rosé des joues, le volupté des lèvres et les yeux imprégnés de bleu profond. Marie Cassatt poursuit la verve espagnole, alors très appréciée à l'époque, et présente dans certaines œuvres de Manet. Et bien qu'à ce moment l'artiste tente encore de faire son entrée au salon officiel, le tableau oscille entre la minutie académique et l'approximation, impressionniste déjà, de sa tenue, notamment dans le rendu de la dentelle. Ce tableau offre une synthèse parfaite de toutes les caractéristiques de son art et de sa volonté de se faire accepter. Étant donné l'évolution de l'analyse, je suis parti pour la noter avec un 4 sur 10 maximum, et je ne peux pas m'y résoudre. Les œuvres sont très plaisantes, et comme je vous le disais dans l'introduction, on ne voit que trop peu de ces artistes dans l'histoire de l'art. Marie Cassatt était une Américaine, certes, mais elle a séjourné dans notre pays la plus grande partie de sa vie. Elle y est morte et elle y est enterrée. Elle a fait partie d'un groupe qui a sans doute eu l'influence la plus marquante sur les mouvements picturaux qui lui ont succédé, et qui est très certainement le plus connu du grand public. Et pourtant, cette exposition arrive presque un siècle après la dernière organisée dans le monde pour cet artiste, soit en 1936. Je ne peux donc que vous encourager à y aller. Regardez les œuvres tout seul et ne vous fiez qu'à votre sensibilité pour les juger. Vous pouvez écouter ce qui se dit et lire ce qui est écrit, mais toujours en prenant de la distance. La scénographie et l'accompagnement que propose le musée Jacques Marandré ne sont pas des défauts suffisants pour détruire l'œuvre de Marie Cassatt. Bonne visite et à bientôt.